Bienvenue dans cette capsule questions-réponses où je réponds à certaines de vos questions posées sur les différentes vidéos de cette chaîne. Mais tout d'abord, je vais vous parler d'un petit calculateur que j'ai trouvé sur le site web assez connu de OmniCalc qui peut vraiment un peu démontrer ou donner une idée des différences immenses du coût relié à utiliser des lubrifiants de haute qualité versus des lubrifiants de plus basse qualité. C'est basé sur les données accumulées par la firme indépendante de test Zero Friction Cycling sur les coefficients finalement de friction à travers les différents lubrifiants qui existent sur le marché. Et si on regarde, c'est que finalement, il va y avoir vraiment différentes options. On peut choisir ici en premier les conditions dans lesquelles on va rouler, le type de transmission qu'on va avoir, donc ici, soit très haut de gamme, soit disons, on va choisir ici Ultegra. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va être vraiment le coût des remplacements de pièces dans l'équation. Et on va choisir ensuite, disons, on va prendre ici, quelque chose, un produit que j'adore qui est la cire Silica par immersion. On rentre justement un coût approximatif pour chaque tranche de 10 000 km. On est ici à 92 $ américains finalement. Donc, vous pouvez faire les conversions pour différentes devises. Et ici, on va avoir un peu après le descriptif, c'est-à-dire que selon les tests, dans le fond, ils vont avoir calculé que sur 10 000 km, on va avoir à remplacer 0,4 chaînes. Donc, vraiment, selon les tests, on est capable de faire plus de 20 000 km avec une seule chaîne. Donc, un coût de remplacement, si on parle de 50 $ par chaîne, de seulement 20 $ de remplacement pour les chaînes. 0,2 cassette, c'est-à-dire que selon le calcul de l'algorithme, ils vont faire un changement de cassette à chaque fois qu'on change une deuxième chaîne. Et pour les plateaux, c'est-à-dire 0,7, c'est-à-dire que selon le calcul, on fait un changement à chaque 6 chaînes de remplacer, on fait le changement dans le fond d'un ensemble de plateaux. Plus finalement un ensemble, à 40 $ américains du coût d'achat du lubrifiant qui devrait durer, justement, qui est suffisant pour 10 000 km. Mais si on revient et on prend tout au même niveau et on change de lubrifiant, disons, pour quelque chose comme le Mokoff Nano Lube, on tombe à 1074 $ pour le même 10 000 km. Plus de 10 fois plus élevé. Parce que avec les tests, ils vont avoir, font calculer un remplacement de 7,3 chaînes à 50 $ l'unité, 3,65 cassettes, 1,22 ensemble de plateaux, et vous allez avoir, pour faire 10 000 km, besoin de 2,5 bouteilles à un achat finalement de 50 $. Donc, c'est là qu'on voit que vraiment, il y a des énormes différences de coût de revient selon le type de lubrifiant choisi. Évidemment, si on choisit un autre type de transmission, comme si on dirait on roule avec du SRAM Red, là, évidemment, ça fait comment encore exploser les prix pour finalement un peu tous les différents lubrifiants, tout simplement parce que dans le fond, les prix de remplacement de toutes les composantes vont être plus élevés. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce chiffre-là qui va revenir à chaque différente personne. Évidemment, à l'extérieur, il y a beaucoup de variables dépendant de votre niveau d'entretien, des conditions dans lesquelles vous roulez. Mais c'est vraiment pour donner un peu une idée des différences, des deltas qui vont être observés quand on fait vraiment des comparatifs avec des tests indépendants, avec vraiment des méthodologies identiques d'un produit à l'autre. Donc, je mets le lien dans les commentaires. Allez vous amuser à voir combien vous coûte votre lubrifiant. Dans la capsule où je démystifie le problème de positionnement de Chris Froome, il y a eu une petite discussion par rapport à la méthode finalement de prise de mesure du recul de selle. Et j'ai quelqu'un qui me parle de prendre la mesure depuis l'endroit de la selle où la largeur est de 70 mm, un peu pour avoir vraiment une meilleure uniformité de mesure. C'est une méthode qui est de plus en plus utilisée par plusieurs. Disons que la référence de 80 mm que j'ai entendu beaucoup plus souvent parler que 70, mais bon, évidemment, il y a des variabilités. Mais encore là, je pense pas que c'est une règle impérative qui va être vraiment mieux nécessairement que les autres. Je vais un peu vous démontrer pourquoi.
Comme si je prends par exemple ici la mesure de 80 mm et que je prends cette selle, ben, si je prends le point où il va être à 80 mm, on voit que c'est assez central. Ben, en fait, c'est même beaucoup plus sur la partie du nez de la selle, plus vers le nez de la selle que vers l'arrière. Tandis que si on prend une selle comme ça qui va être plus en forme de T, donc avec une progression entre le plus large et le plus étroit plus rapide, ben, la même mesure va être beaucoup plus vers l'arrière de la selle. Finalement, c'est que la distance entre la mesure du 80 mm et la partie la plus large, où ce que souvent on peut avoir un appui au niveau des ischions dépendant de l'angle du bassin où ce qu'on est assis, ben, elle va être beaucoup plus petite sur cette selle-là que sur cette selle-là. Ce qui fait que finalement, si je prends les deux mesures de 80 mm et je les mets superposées une à côté de l'autre, on voit qu'il y a quand même une grande différence, non seulement au niveau du bec de selle, mais définitivement aussi où est l'appui principal au niveau du plus large sur la selle. On le voit ici, il y a quand même une différence de plusieurs centimètres. Donc, bien que oui, la mesure du prendre sur le bec de selle est très imparfaite, je pense pas que cette méthode-là est nécessairement beaucoup mieux. À mon avis, quasiment prendre la mesure à partir de l'endroit le plus large sur la selle serait probablement, à mon avis, une meilleure façon de faire. Mais même cette méthode-là aurait des problèmes aussi. Ultimement, c'est que dès qu'on change de modèle de selle, le recul de selle, il faut toujours en faire vraiment un ajustement et non pas simplement faire un duplicateur avec une mesure en pensant que les résultats vont être identiques. Ici, on revient sur le sujet du renforcement musculaire. Aller à la salle, c'est surtout pratique pour utiliser les équipements sur place. Mais ne peut-on pas faire du renforcement musculaire avec très peu, voire pas de matériel du tout? Dans ce cas, c'est une activité que l'on pourrait pratiquer chez soi, à n'importe quelle heure, sans se soucier des regards des autres. Bon, je vais répondre un peu de façon compartimentée à cette question. De un, au niveau de l'équipement disponible. Évidemment, toujours dépendant de où vous partez, oui, il y a toujours vraiment moyen de faire du renforcement musculaire sans aucun équipement ou très peu d'équipement. Mais bon, arrive un certain moment où vraiment d'avoir des charges supplémentaires va être définitivement un bénéfice pour vraiment pouvoir un peu briser certains plateaux. Mais après ça aussi, c'est l'aspect de le faire à la maison. Définitivement que c'est absolument possible de faire ça à la maison si on veut pas absolument se payer un abonnement ou vraiment aller dans un environnement comme les salles d'entraînement. Mais je vais quand même amener un point qui pour moi est mon expérience personnelle, c'est-à-dire vraiment la motivation et vraiment l'engagement. Si vous avez la discipline de le faire à la maison, vraiment de façon régulière, tant mieux pour vous, c'est probablement la meilleure réponse pour vous. Pour beaucoup de gens, je crois que ça peut être vraiment un certain frein à une progression parce que, disons-le, à la maison, l'engagement vraiment à le faire est peut-être moins grand. On n'a pas déboursé d'argent qu'on se dit si j'y vais pas, je vais pas rentabiliser mon argent et on n'a personne non plus un peu pour voir que on a manqué encore un autre entraînement. Donc, évidemment, c'est propre à chacun. Mais moi, je sais que de toutes les années où j'ai essayé vraiment d'avoir la rigueur de faire l'entraînement à la maison, c'est toujours quelque chose que j'ai eu de la difficulté vraiment à garder et à vraiment implanter de façon régulière et de façon disciplinée. J'ai beaucoup plus de régularité et de facilité à vraiment avoir une rigueur depuis que j'ai un abonnement, dans le fond, de membre dans une salle d'entraînement. En plus que ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de variété dans les entraînements, dans le fond, dans les exercices que je vais faire, ce qui aide aussi au niveau de la motivation. Évidemment, d'ici là, posez vos questions dans les sections commentaires des différentes vidéos de cette chaîne et je vous dis à la prochaine.